La chaise roulante grincement sur le sol froid quand Roberto Mendes entra dans l'agence de Mendes & Associés ce mardi de mai là. Personne ne le regarda. Personne ne le faisait jamais. Les gens voyaient le fauteuil, pas l'homme. Ils voyaient la limitation, pas les 53 ans de vie que ce corps portait, ni les milliards que cet esprit avait bâtis. Roberto poussa lentement les roues, passant devant les clients impatients dans la file, devant les gérants trop occupés pour lever les yeux, devant les agents de sécurité qui bâillaient d'ennui. Il portait une chemise polo bleu délavée, une casquette usée qui cachait ses cheveux gris, et rien, absolument rien, qui indiqua qui il était vraiment. C'était exactement ce qu'il voulait. Être invisible, être traité comme n'importe qui d'autre, voir de ses propres yeux si les valeurs qu'il avait toujours prônées étaient appliquées quand il n'était pas là, et qu'un homme en costume gris et cravate rouge était sur le point de commettre l'erreur qui changerait leurs deux vies pour toujours. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette simplicité. Là, personne ne le flagornait, personne ne feignait l'intérêt, personne ne mentait. Il n'était qu'un client de plus, attendant son tour. Roberto observait tout. Les employés qui tapaient machinalement sur les ordinateurs, la gérante qui parlait au téléphone d'une voix fatiguée, le climatiseur qui bourdonnait trop fort. Cela aurait dû le déranger, mais ce n'était pas le cas. Il avait appris au cours des 2 dernières années que la patience était le seul luxe qu'il pouvait encore s'offrir. Puis la porte de l'agence s'ouvrit avec fracas. C'était le genre d'homme que Roberto connaissait bien, non pas parce qu'il l'admirait, mais parce qu'il avait passé toute sa vie à le combattre. Le genre qui mesurait la valeur des gens à la taille de leur compte en banque. Le genre qui pensait que l'argent donnait le droit d'être cruel. Peu importe le prix, achète-le, c'est pour ça que je te paie, non? Je suis un client or, ma chère. Je n'ai pas besoin de rendez-vous. Roberto sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, cette vieille sensation, de l'époque où il était coursier et voyait des gens puissants humilier des gens simples juste parce qu'ils le pouvaient. Plus les choses changeaient, plus elles restaient les mêmes. Ce n'est que 10 minutes. Le gérant Santana termine un entretien et... 10 minutes de mon temps valent plus que votre salaire mensuel. La coupa Claudio, se retournant, déjà impatient. Je vais régler ça à la caisse. Il vit le calcul froid s'opérer sur ce visage. Ces personnes n'avaient aucune importance. Elles n'étaient que des obstacles entre lui et ce qu'il désirait. Roberto sentit, plus qu'il ne le vit, le regard de dédain balayer son fauteuil, ses vêtements simples, son existence méprisable aux yeux de cet homme. Il connaissait ce genre de tension. Il savait ce qui précédait la tempête, où Claudio aurait pu reculer, s'excuser, être humain, mais il ne le fut pas. Roberto pouvait voir les veines saillir sur son cou, sa mâchoire tendue de colère, et puis les mots sortirent, assez forts pour que toute l'agence les entende. Les conversations cessèrent. Les doigts cessèrent de taper sur les claviers. Même le bourdonnement de la climatisation sembla diminuer, comme si l'édifice lui-même avait retenu son souffle. Tous regardèrent, certains avec horreur, d'autres avec malaise, certains se détournant simplement le visage, comme si ne pas regarder pouvait faire disparaître la cruauté. La dame âgée devant Roberto porta la main à sa bouche, les yeux embués de larmes. L'homme en salopette recula d'un pas, ne sachant s'il devait intervenir. Les 2 femmes qui chuchotaient échangèrent des regards incrédules, mais aucune ne dit mot. Personne ne dit mot. Le silence était assourdissant, un silence qui criait tout ce que la société était réellement quand les masques tombaient. Roberto sentit quelque chose de familier parcourir son corps. Ce n'était pas de la douleur, il avait déjà entendu pire. C'était ce vertige qui vient quand on réalise que le monde qu'on a tant lutté pour changer reste le même, que les valeurs prônées durant toute une vie ne sont que de belles paroles sur des pancartes murales, que même dans la maison bâtie de ses propres mains, avec sueur, larmes et nuits blanches, la cruauté trouvait encore un espace pour grandir. La directrice qui parlait au téléphone tenait désormais l'appareil figé, ses yeux croisant ceux de Roberto une seconde avant de se détourner. Les agents de sécurité restèrent immobiles, comme des statues qui décoraient l'espace sans protéger personne. Il tendit la main et poussa le fauteuil de Roberto sur le côté, se frayant un passage. C'était le geste en lui-même qui portait le poids de siècles de mépris, de préjugés, d'une société qui mesurait la valeur des gens à leur capacité à marcher, à produire, à s'intégrer dans un modèle arbitraire de normalité. Roberto sentit les roues glisser sur le sol lisse, son corps déplacé contre sa volonté, l'humiliation brûlant plus profondément que toute douleur physique
qu'il aurait jamais pu ressentir. Comme si Roberto n'était pas une personne, mais juste un obstacle gênant dans sa journée déjà trop irritante. Ce fut un sourire qui portait 53 ans de sagesse, 2 ans de douleur transformatrice et une vie entière passée à apprendre que la vraie force ne réside pas dans les muscles, mais dans le choix de la manière d'utiliser le pouvoir que l'on possède. Roberto saisit fermement les roues de son fauteuil, prit une profonde inspiration, cette respiration que l'on prend quand on décide qu'il est temps de faire quelque chose d'irréversible, et silencieusement, sans un mot, sans un geste dramatique, il commença à quitter l'agence. Il passa devant la file de clients qui n'avaient pas pris sa défense. Il passa devant la gérante qui n'était pas intervenue. Il passa devant les agents de sécurité qui n'avaient pas protégé. Et chaque tour de roue était une sentence en cours d'écriture, une décision prise, un futur redessiné. Car ce que Claudio Ferreira ignorait, ce que personne dans cette agence n'imaginait, c'est que l'homme qu'il venait d'humilier n'était pas qu'un client de plus. Ce n'était pas qu'un autre utilisateur de fauteuil roulant invisible essayant de vivre sa vie dignement. Roberto Mendes était le fantôme des murs qui avait été témoin de la scène. C'était le nom gravé discrètement sur la plaque à l'entrée. C'était la pierre angulaire de chaque politique, de chaque valeur, de chaque promesse que cette banque avait un jour faite d'être différente. Mais ce que personne ne comprenait encore, c'est que Roberto ne planifiait pas de vengeance, pas de la manière que Claudio méritait, pas de la manière que quiconque à sa place aurait planifié. Car il y avait quelque chose que cet homme avait appris au cours des 2 dernières années, quelque chose que seule la tragédie enseigne, que le vrai pouvoir ne réside pas dans la destruction de ceux qui vous blessent, mais dans le choix conscient de ce qu'il faut faire de cette capacité à détruire. Il changerait la vie de chaque personne dans cette agence. Il changerait la façon dont une ville entière percevait la justice, la compassion et la véritable mesure d'un homme. Il devait revisiter le chemin qui avait transformé un garçon pauvre des favelas en l'un des hommes les plus riches du pays. Et ensuite, comment un accident de voiture avait transformé cet homme puissant en quelqu'un que le monde avait décidé de pouvoir écarter. Car pour comprendre le poids de ce sourire, pour saisir la tempête qui approchait, caché derrière ce calme, il fallait connaître toute l'histoire. Il fallait voir que Roberto Mendes n'était pas né fort. Il avait été forgé, martelé, cassé et remonté. Et maintenant, assis dans ce fauteuil, il portait en lui quelque chose de plus dangereux que la colère. On voit que Roberto Mendes n'est pas né fort. Il a été forgé, martelé, brisé et remonté. Et maintenant, assis sur cette chaise, il portait en lui quelque chose de plus dangereux que la colère. Roberto l'atteignit, passa du siège conducteur avec la pratique de celui qui a répété ce mouvement 1000 fois, plia le fauteuil roulant et le rangea dans le coffre. Il démarra le moteur. Il jeta un dernier regard à l'agence dans le rétroviseur. Et puis, tandis qu'il conduisait dans les rues animées de São Paulo, tandis que le trafic engloutissait sa camionnette, comme il engloutit tout et tout le monde dans cette ville insatiable, Roberto s'autorisa à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Depuis 6 ans, il se levait à 7 heures pour l'aider avec le linge qu'elle lavait pour les dames de la zone sud, 6 ans après que son père fut mort, enseveli sur un chantier du centre, ne laissant que des dettes et 2 bouches à nourrir. Il enfila le même pantalon que la veille, la même chemise aux taches indélébiles. Ses pieds, calleux à force de marcher pieds nus, trouvèrent le sol de ciment humide alors qu'ils se dirigeaient vers la baraque de 3 pièces qu'ils appelaient leur maison. Elle sourit, de cette façon que seules les mères qui souffrent trop mais aiment encore plus savent sourire. Donna Aparecida n'avait qu'une seule certitude dans ce monde cruel. L'éducation était la seule arme qu'un pauvre possédait contre la pauvreté. Ils travaillèrent en silence pendant 2 heures, frottant, tordant, suspendant des vêtements coûteux qu'ils ne pourraient jamais porter. À 6 heures, Roberto courut à l'école, l'estomac grondant, car il n'y avait pas le temps de prendre le petit déjeuner. Il arriva en sueur, son uniforme ne lui allant plus, et s'assit au premier rang, comme toujours. Tandis que le professeur de mathématiques expliquait des équations, Roberto copiait tout avec la concentration de celui qui sait que ce cahier usé est la carte d'un monde différent. Et quand le professeur demanda qui voulait résoudre le problème au tableau, Roberto fut le seul à lever la main. De sa façon de parler, de ses vieux vêtements, de l'odeur de savon qui collait à sa peau à force de laver du linge. Mais Roberto n'y prêtait pas attention. « Laissez-les rire », pensait-il. « Un jour, quand je serai sorti d'ici, vous verrez. » Non pas parce que quelqu'un lui avait donné sa chance,
mais parce qu'il avait été implacable avec lui-même, d'une manière que peu de gens parviennent à l'être. Tandis que ses collègues sortaient dans les bars le vendredi, Roberto étudiait l'économie avancée. Pendant que d'autres se plaignaient du patron, il observait chaque décision, chaque mouvement, chaque erreur, et apprenait. Pendant que ses collègues sortaient le vendredi soir, Roberto étudiait l'économie avancée. Tandis que d'autres se plaignaient du chef, il observait chaque décision, chaque mouvement, chaque erreur, et apprenait. Il y eut des moments où Roberto se demanda si cela en valait la peine, si ce ne serait pas plus facile d'accepter la médiocrité, d'épouser une fille du quartier, d'avoir des enfants, de travailler jusqu'à l'épuisement. Il se rappelait son père mort par la cupidité d'autrui, d'un patron n'ayant pas investi dans la sécurité car les pauvres acceptent n'importe quelle condition. Et la colère revenait, transformée en pur carburant. Elle était professeure de littérature, donnait des cours la journée et étudiait l'administration le soir parce que une professeure au Brésil ne gagne pas assez même pour rêver. Elle était mince, portait des lunettes trop grandes pour son visage et avait un sourire qui illuminait toute la pièce quand elle parlait de Machado de Assis ou de Clarice Lispector. Roberto la remarqua dès le premier jour, non pour sa beauté, bien que discrètement belle, sans artifice visible, mais par sa façon de discuter avec le professeur d'économie sur l'éthique des affaires, citant « l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme » de Max Weber pendant que les autres étudiants bâillaient, demanda-t-elle, les yeux fixés sur le professeur. Non pas par naïveté, mais par l'opposé, par le courage féroce de croire que le monde pouvait être différent, même en sachant à quel point il était cruel. Sa mère lavandière, son père mort, les humiliations, les rêves trop grands pour tenir dans cette petite vie. Il s'attendait à voir de la pitié dans ses yeux, ou pire, cet inconfort gêné de celui qui ne sait pas quoi dire. Non pas parce que tu le mérites, tout le monde le mérite, mais parce que tu es trop têtu pour abandonner. Et quand tu y seras parvenu, promets-moi une chose, tu ne deviendras pas comme ceux qui t'ont écrasé. À 35 ans, il était déjà propriétaire de Mendes & Associados avec des agences dans 6 États. À 40 ans, il apparut pour la première fois sur la liste de Forbes. Mais à chaque étape franchie, Clara était là pour lui rappeler sa promesse. « Te souviens-tu d'où tu viens ?» Il faisait tout en silence, refusant les interviews, fuyant les projecteurs, car pour lui la vraie richesse n'était pas dans les magazines, mais dans la paix de conscience, en posant sa tête sur l'oreiller aux côtés de Clara. Lui refusant les interviews, fuyant les projecteurs, car pour lui la véritable richesse ne se trouvait pas dans les pages des magazines, mais dans la paix de la conscience, en posant sa tête sur l'oreiller aux côtés de Clara. Et Béatrice, qui avait l'entêtement de Roberto et la passion pour la littérature de Clara. Ils construisirent une grande maison, mais non ostentatoire, avec une bibliothèque qui occupait 2 étages entiers parce que Clara insistait « Une maison sans livres n'est qu'un abri, pas un foyer ». Heureux d'une manière que l'argent n'avait pas achetée, mais que leur lutte commune avait bâtie brique par brique. Clara dormait sur le siège passager, la tête appuyée contre la fenêtre. Un léger sourire aux lèvres car il avait appelé plus tôt en disant qu'ils arriveraient à temps pour voir le lever du soleil ensemble, comme ils le faisaient chaque samedi. Roberto insista pour conduire malgré la fatigue et la pluie, parce que « conduire me détend, mon amour ». Clara accepta car elle lui faisait plus confiance qu'à quiconque. Il eut 3 secondes pour prendre une décision. 3 secondes où le cerveau traite des millions de calculs, où l'instinct crie « dévie », où tout ce que vous êtes et avez été se résume à un seul choix. La douleur explosant dans la colonne vertébrale. Et puis le silence, un silence pire que n'importe quel cri. La première question qu'il posa fut « Roberto survécut, mais à un coup qui faisait paraître la mort miséricordieuse. Il resta paraplégique de la taille aux pieds. L'homme qui avait bâti un empire ne pouvait pas monter 3 marches seul. Il arrêta de vivre, fondamentalement, car vivre sans Clara n'avait aucun sens, et vivre cloué à cette chaise était une cruauté qu'il ne comprenait pas mériter. Demanda Béatrice un matin, en entrant dans la chambre sombre où Roberto passait ses journées. Parce que si c'est le cas, très bien, mais maman n'a pas élevé un lâche. Roberto regarda sa fille, vit Clara dans ses yeux, et quelque chose en lui, quelque chose de petit, de fragile, mais obstinément tenace, refusa de mourir. Il ne voulait plus les feux des projecteurs, il ne voulait plus de dîner dans des restaurants chers où les serveurs faisaient semblant d'ignorer le fauteuil roulant,
Il voulait comprendre comment les gens ordinaires vivaient. Il voulait sentir de près comment le monde traitait ceux qu'il avait toujours lutté pour protéger. Sans garde du corps, sans préavis. Juste un client en fauteuil roulant attendant dans la file observant. Dans une autre, à Guarulhos, il fut témoin d'une femme noire fouillée par les agents de sécurité, par précaution, alors que les clients blancs passaient directement. Et dans plusieurs, tellement qu'il en perdit le compte, il vit des personnes en fauteuil roulant être traitées comme des inconvénients, des fardeaux, des citoyens de seconde zone. Elles reproduisaient exactement les injustices qu'il avait juré de combattre. À l'écran, le profil complet de Claudio Ferreira. Il fut facile de l'obtenir. Il était client depuis 7 ans, compte premium, un solde de 2,3 millions de $. Propriétaire de Construtora Ferreira Filos, spécialisé dans les travaux publics. 3 contrats avec la mairie. 2 gros financements auprès de la banque. Une hypothèque. Un seul coup de téléphone et Roberto pourrait anéantir cet homme. Annuler les financements. Laisser fuiter à la presse quelques irrégularités fiscales que l'audit trouverait certainement. Faire comprendre à Claudio Ferreira le sens d'une humiliation qu'on n'aurait pas dû subir. Elle souriait, tenant un livre, ce même sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. « Qu'est-ce que je fais, Clara ?» murmura Roberto à la photo, comme il le faisait chaque nuit depuis qu'elle était partie. « Dis-moi ce que je dois faire. »« Claudio Ferreira ?» Raphaël s'approcha, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux avec... Attends, tu étais là aujourd'hui, n'est-ce pas? À l'agence centrale. » Raphaël écoutait, le visage devenant de plus en plus rouge, les mains serrées en poing. Titolo novo, vonzefi. Des millions de cruautés se déroulant à cet instant précis. Et je veux la gérante de cette agence. Je veux les agents de sécurité. Je veux chaque employé qui était là et qui n'a rien fait. Le même choix que le monde m'a donné lorsque je me suis retrouvé dans ce fauteuil. Soit vous changez, soit vous mourrez. Elle avait presque oublié l'incident de la veille. Juste un client grossier de plus lors d'une journée de travail. Cela arrivait. Cela faisait partie du métier. « Il s'est passé quelque chose ?» murmura Mariana, son visage perdant toute couleur. L'homme pour qui elle n'avait rien fait. Lorsque tous furent présents, Roberto commença. « Et ce que j'ai vu, » continua Roberto, chaque mot pesé lourd de sens, fut l'une des scènes les plus tristes de ma vie. J'ai vu un homme m'humilier publiquement, me traiter de handicapé, me bousculer comme si j'étais un objet. Et j'ai vu chacun d'entre vous que je paie pour protéger nos clients, que j'ai formé pour maintenir la dignité humaine avant tout. Je vous ai vu ne rien faire. » Mariana commença à pleurer en silence. D'autres baissèrent la tête. « Je ne veux pas d'excuses. » Roberto la coupa, mais pas avec colère. Avec quelque chose de pire, de la déception. Les excuses ne changent pas ce qui s'est passé. Elles ne me rendent pas ma dignité. Elles n'apprennent rien. Les excuses ne changent pas ce qui s'est passé. Elles ne me rendent pas ma dignité. Elles n'enseignent rien. À partir d'aujourd'hui, chaque employé suivra une formation obligatoire sur l'accessibilité et le respect. À partir d'aujourd'hui, tout client qui manquera de respect à un autre, quel que soit le montant de son compte, sera invité à chercher une autre banque. Et à partir d'aujourd'hui, vous décidez, soit vous y croyez vraiment, soit vous cherchez un emploi ailleurs. Mais Claudio Ferreira, celui-là est différent. Je comprends, monsieur, mais c'est une procédure standard lorsqu'il y a des incidents qui enfreignent notre code de conduite. Mais pourquoi? Claudio sentit le sol disparaître sous ses pieds. Ce vertige qui survient lorsque la réalité se reconfigure complètement et que l'on réalise qu'on vient de commettre l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Et Claudio Ferreira, enfin, comprit le véritable sens du mot peur. Maintenant, assis sur une chaise inconfortable devant une table immense, attendant un homme qu'il avait humilié sans savoir qui il était, Claudio découvrait enfin le goût amer de la vulnérabilité. Il avait répété 1000 excuses en chemin, mais toutes sonnaient creux, même pour lui-même. Claudio se leva automatiquement, un geste de respect instinctif qu'il avait refusé hier à l'homme en face de lui. Roberto le remarqua. Bien sûr qu'il le remarqua. C'était Roberto qui contrôlait ce moment, et tous deux le savaient. Je ne suis pas intéressé par les excuses. Les excuses sont des mots bon marché que les gens prononcent lorsque les conséquences arrivent, et non lorsque la conscience pèse. Monsieur Mendes, je ne savais pas qui vous étiez. Le silence de Claudio était la réponse qu'ils connaissaient déjà tous les deux. Il a dit que je devrais être plus prudent. Il ne s'est pas excusé. Il a juste
rit, et j'ai dû travailler toute la journée avec cette tâche, cette odeur, cette humiliation qui brûlait plus que le café chaud. Que lorsque j'aurai le pouvoir, je ne ferai jamais sentir à quiconque ce que j'avais ressenti. J'ai construit cette banque sur ce principe, la dignité avant tout. Chaque personne qui entre ici devrait être traitée comme si elle était la plus importante, quel que soit le solde de son compte. Parce que je me souviens de ce que c'est d'être l'invisible, le jetable, celui qui n'a pas d'importance. Claudio déglutit, incapable de soutenir son regard. Vous regrettez que l'handicapé que vous avez bousculé ait du pouvoir sur votre vie, mais vous ne regrettez pas l'acte. Car si j'avais été un kidam de plus, vous seriez parti sans y penser à 2 fois. Me trompais-je? Il fit glisser des documents sur la table. Des années de travail, de construction, détruites par 15 secondes de cruauté. Alors je vais faire différemment. Je vais vous donner un choix. Vous pouvez quitter cette pièce maintenant, clôturer votre compte, chercher une autre banque, sans représailles, sans persécution. Juste, disparaissez de ma vue. Ou, au cours des 6 prochains mois, vous travaillerez comme bénévole dans des institutions qui s'occupent de personnes en situation de handicap. Vous passerez un jour par semaine en fauteuil roulant, vivant ce que je vis. Vous comprendrez, dans votre chair, ce que signifie être invisible, être bousculé, être jugé non pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous ne pouvez pas faire. Claudio cligna des yeux, assimilant l'information. V11 Feu. C'était un miroir placé de force devant Claudio, le forçant à voir ce qu'il était devenu. Sans intérêt pendant les 2 premières années. Roberto regarda la photo de Clara qu'il portait toujours sur lui, dans la poche de sa chemise. Il la toucha doucement. Mais je me suis alors rappelé que la vraie force ne réside pas dans le fait d'écraser ceux qui nous blessent. Elle est dans le choix conscient d'être meilleur que la douleur que nous portons. Je vais vous donner la chance que personne ne m'a donnée quand j'étais pauvre, la chance d'apprendre avant de tout perdre. Ce que vous ferez de cette chance, cela dépend de vous. C'étaient des larmes de honte pures et cristallines, ce genre de honte qui ne vient que lorsque quelqu'un vous fait preuve de miséricorde, là où vous méritiez la destruction. Et je ne veux pas qu'il grandisse en pensant que c'est ainsi qu'on traite les gens. Institut de réadaptation Zone Est. La 2e semaine, il rencontra Jonas, un garçon de 8 ans qui avait perdu ses jambes dans un accident. Jonas riait de tout, plaisantait sur sa propre condition, rêvait de devenir joueur de basket adapté. Et quand Claudio lui demanda comment il parvenait à être si positif, Jonas répondit simplement. Ce garçon de 8 ans avait plus de dignité en une seule phrase que Claudio en toute sa vie d'adulte. La 5e semaine, il a passé une journée entière en fauteuil roulant à travers la ville. Il a essayé d'entrer dans des restaurants sans rampe d'accès. Il a tenté d'utiliser des toilettes dont la porte était trop étroite. Il a essayé de prendre un bus où le chauffeur a soufflé d'impatience pendant qu'il luttait pour monter. Et pour la première fois, Claudio a compris, ce n'était pas ses jambes qui le limitaient, c'était le monde qui choisissait de ne pas s'adapter. Claudio a simplement dit, de 2 hommes qui avaient quelque chose à se dire. Le type qui pousse les gens dans la file d'attente, qui mesure la valeur par l'argent, qui pense que le succès donne le droit d'être cruel. J'ai appris que mon fils me regardait devenir ça, et j'ai appris que je ne veux pas être cet homme. Ce ne sera pas facile, mais je dois essayer. Pas pour vous, pour moi. Parce que quand je mourrai, je veux que mon fils se souvienne de moi et qu'il ressente de la fierté, pas de la honte. Claudio a serré la main, fermement, comme quelqu'un qui tient à un gilet de sauvetage. Inauguration du nouveau siège de Mendes & Associado. Mariana, la gérante, dirigeait désormais le programme de formation obligatoire dans toutes les agences. Aucun employé n'était embauché sans y avoir participé. Aucun client, quel que soit son solde, ne pouvait en manquer de respect à un autre sans être invité à partir. Et Roberto, Roberto comprenait enfin ce que Clara avait tenté de lui enseigner toute sa vie, que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous pouvez détruire, mais dans ce que vous choisissez de construire même quand détruire serait plus facile. Je ne suis pas devenu comme ceux qui m'ont piétiné. Je suis devenu celui que tu as toujours su que je pouvais être. Il était né pour prouver que la vraie richesse ne se mesure pas en coffre, mais au nombre de vies que l'on améliore quand on a tout le pouvoir pour les empirer. Il était né pour prouver que la vraie richesse ne se mesurait pas en coffre-fort, mais au nombre de vies que l'on améliorait, même quand on avait tout le pouvoir de les empirer.
C'est de le forcer à se regarder dans un miroir, à voir le monstre qu'il est devenu, et à choisir sa propre honte comme carburant, de se transformer en quelque chose de meilleur. Et quand la transformation s'opère, quand le cruel apprend la compassion, quand le puissant apprend l'humilité, quand la douleur se transforme en un dessein, alors seulement s'accomplit la seule justice qui vaille, celle qui change le monde, une personne à la fois. Il a seulement révélé qui il a toujours été. Non pas un homme brisé par la tragédie, mais un homme trop fort pour la laisser le briser. Et dans la ville qui un jour ne l'avait vu que comme un homme en fauteuil roulant invisible, il y avait maintenant des écoles, des crèches, des hôpitaux et des bâtiments entiers qui chuchotaient son véritable héritage, non pas sur des plaques de bronze, mais à travers des vies transformées. Elle réside dans le fait d'enseigner, même quand cela fait mal, qu'il y a toujours un choix. Être un de plus qui ajoute de la cruauté au monde, ou être la rare exception qui décide, contre toute raison, d'ajouter de la compassion.